Bonjour à tous, merci d'être venus. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment devenir une boîte à geeks, si j'ose dire. En somme, comment transformer votre entreprise en boîte qui attire des profils passionnés d'informatique. Alors, on précise d'avance, toute ressemblance avec une entreprise ayant existé ou existant serait purement fortuite. Donc, on va voir comment intéresser des profils pour qu'ils restent motivés sur vos TMA JSF. Et si vous êtes développeur, comment vous allez pouvoir survivre à la TMA JSF? Du coup, on se présente. Je vous présente Christophe Pont, qui est arrivé stagiaire sur mon projet il y a de ça 3 ans. Tu étais motivé, plein de passion. Plein d'illusions aussi, parce qu'en me heurtant au monde de la banque assurance, moi qui m'attendais à travailler sur des environnements super dynamiques, super réactifs, etc., j'ai vu que c'était pas forcément aussi rose. On va en reparler tout à l'heure. Et donc avec moi, Charlotte Cavalier, qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus polyvalente aussi. Ouais, moi, je suis couteau suisse sur les applications. Mon boulot, c'est de développer des applis et de les mettre en prod, on va dire. Donc, on va vous expliquer, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit si votre entreprise fait des projets à 10 000 jours hommes en cycle en V. Si vous avez encore des projets en COBOL ou en 3270, ça marche aussi. Si vous avez des Chief Engagement Executive Head ou tout autre titre dans ce genre, ou si votre femme de ménage s'appelle responsable des services de maintenance. Et pour finir, ou alors si vous savez ce que veut dire l'acronyme TMA. Si vous reconnaissez dans un de ces points, alors vous êtes au bon endroit, ce talk est fait pour vous. Ce qu'on va vous montrer, c'est comment vous, simple développeur passionné, vous allez pouvoir survivre à tout ça. Donc on va essayer de contextualiser tout ça. Nous, on a eu l'idée de faire ce talk suite à notre vie dans notre entreprise. Donc vous arrivez dans votre nouvelle entreprise, un grand nom du service informatique, en vous disant que vous allez faire des super projets, super ambitieux, et vous arrivez face à cet organigramme. Vous êtes ici, vous n'êtes pas sur la carte, parce que vous avez une organisation matricielle assez imposante qui peut faire peur au premier abord. Mais vous vous dites, moi je suis passionné, c'est pas grave, tant pis pour l'organisation, mais je vais amener des choses qui vont vraiment faire de la plus-value sur projet, où je vais amener ma passion, mes compétences, mes connaissances, et là vous faites face à quelques surprises. Effectivement, des choses qui vont vous surprendre, vous qui vous attendiez à avoir du code propre et des choses magnifiques. Donc vous pouvez arriver, trouver une classe qui contient une fonction, qui fait 1200 lignes, très facile à maintenir. Ou alors, moi, je me rappelle de ma première code review que j'ai fait avec un petit développeur qui m'a casté un objet en 2 classes différentes, mais bien sûr, l'objet n'héritait d'aucune de ces 2 classes. La PO pour les nuls, tout va bien. Mon manager aussi, qui m'avait fait une fois le coup de remplacer mon tech lead, qui était d'ailleurs assez bon, par 3 stagiaires. Je t'ai déjà expliqué que c'était la même cost card, mais que je gagnais 3 fois plus de jours. C'est bien, ça a bien marché d'ailleurs, on s'en souvient. Bref, tout un tas de choses qui vont vous faire un petit peu déprimer, si j'ose dire. Vous amener à un awkward moment dans votre carrière. C'est ça. Là, vous allez suivre une série d'étapes très importantes dans votre vie. Tout d'abord, la première, ça va être le déni. Vous n'allez pas croire que c'est possible. Vous vous direz, le prochain projet, il sera forcément meilleur. Celui-là, c'est forcément une exception. Ou alors, bon, d'accord, mon stagiaire a commenté les tests parce qu'il passait au rouge après son développement, mais il va apprendre que les tests, c'est utile. Ça, c'est l'étape 1. Après, vous vous rendez compte que les tests, ils n'avaient pas été vendus, donc de toute façon, on ne les maintient pas. Et là, vous allez être en colère. Vous allez vous dire, tant pis, on n'a pas vendu les tests, mais moi, je les développe quand même. Ou alors, vous vous rendez compte que ce deuxième projet, il n'est pas mieux, mais que vous allez essayer de faire mieux. Et en général, ça ne marche pas. On arrive donc à la 3e étape, la résignation, où beaucoup de gens restent malheureusement, parfois sur la dépression aussi. Il y en a qui partent en burn-out à cette étape-là d'ailleurs. Où on se dit, c'est bon, on ne peut rien changer, c'est comme ça, et je vais rester éternellement sur cette situation assez problématique. On arrive donc à un moment où on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a donc 2 choix, soit on se résigne. Donc dans ce cas-là, on reste dans la matrice, on repriorise nos passions, on se dit, je vais faire du 9h-18h, je vais me mettre à la couture. Je t'ai toujours dit que le trigo, c'était ma passion, de toute façon. Mais du coup, plus l'informatique, parce que vous n'en ferez plus. Il faut reprioriser. Ou alors, solution 2, on se barre, on retourne au monde réel, on fait des choses intéressantes, on va dans une start-up. Comme vous l'avez compris, on a choisi le grand B, on est parti. Voilà, merci de votre attention, bonne journée. Non, bien sûr, on n'est pas parti. Nous, on est des casse-pieds, on n'a pas compris que ça allait être difficile, mais on s'est dit, notre entreprise de 180 000 personnes, c'est pas grave, on va la transformer. On va faire de cette entreprise une entreprise où on a envie de bosser. Donc, on a choisi la voie « Changeons les choses ». Donc, quelques pistes pour ça. La première chose à voir, c'est que pour se lancer dans une entreprise pareille, il faut prendre le taureau par les cornes, comme dirait l'autre, do it. Donc on a vu tous nos potes qui étaient bons en technique se barrer avec le temps et finir par partir ailleurs. Et on s'est dit, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, on va essayer de discuter avec les gens, donc on a discuté avec eux, on a essayé de comprendre ce qui nous intéressait, et on a essayé de surtout beaucoup discuter avec la hiérarchie, comprendre comment eux ils vivaient la chose, etc. Et on a voulu leur expliquer qu'est-ce qui nous intéressait, ce qui nous est vibré.
Parce qu'effectivement, travailler sur le dernier paradigme à la mode, ça nous fait kiffer, mais il n'y a pas que ça. Le simple fait de pouvoir faire des initiatives, d'avoir des libertés, de pouvoir faire des choses, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, et c'est quelque chose sur lequel on a vraiment essayé de les sensibiliser. Et du coup, effectivement, on était pas mal bourrés d'idées. Eux, leur réaction à ça, ça a été « c'est très bien, vous avez plein d'idées, n'hésitez pas à le faire sur votre temps libre, hein, tant que c'est gratuit, nous ça nous va, essayez ». Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place notre premier Lunch and Learn. Alors, on va pas se mentir, un Lunch and Learn, c'est un brown bag lunch où on n'a pas le droit de faire venir des speakers externes parce que notre assurance ne le permet pas. Le point positif dans tout ça, c'est que quand on est 180 000 personnes, on a quand même la possibilité d'avoir quelques personnes qui ont fait des projets super intéressants en interne et qui ont envie de le partager. Donc on a commencé il y a de ça quelques années à faire le premier Lunch and Learn, c'était sur Guava, mais depuis on a fait plein de projets, plein de nouveaux sujets, vu que c'est un par mois. Donc on a fait plein de choses, du AngularJS, du responsive. Le dernier en date, c'était blockchain. On a fait de l'agilité, on a fait toutes sortes de choses très sympas, du BDD, du TDD. Et ça a super bien marché. On s'est retrouvés à faire salle comble à chaque fois. On a eu tous les profils qui sont venus, des testeurs, des BA, des chefs de projet, des développeurs, des stagiaires, des expérimentés. Et ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc, on a continué dans cette voie-là. Quand le management a vu que ça marchait bien, ils nous ont permis de faire venir enfin quelqu'un d'extérieur. Donc, on s'est rapproché d'une association locale qui s'appelle le Jug, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, le Jug Montpellier en l'occurrence, parce qu'on est de Montpellier. Et on a fait venir un speaker pour parler d'un petit sujet dont on parle beaucoup en ce moment, à savoir Docker. Ça s'affiche. Donc ce speaker est venu, on a réussi à rassembler 40 personnes dans nos locaux, donc c'était quand même quelque chose d'assez nouveau pour nous, pour parler de ce sujet. Donc déjà ça a permis un petit peu de faire venir des gens d'intérieur et de l'extérieur et de se former sur ce sujet. Mais ça n'a pas fait que ça a fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ça a fait du relationnel. Tous ces gens qui sont enterrés sur des projets legacy, qui sont un petit peu coupés de la communauté, ils ont pu avoir la communauté qui est venue vers eux. Et donc ça leur a permis, au-delà d'apprendre des nouveaux sujets, d'avoir la possibilité de se rapprocher de ces communautés, de se former, d'apprendre des nouvelles choses et d'avoir les clés pour sortir des projets legacy. Exactement. Donc vous allez me dire, ça paraît peu, mais déjà dans notre boîte au début, ça paraissait carrément impossible à faire. Et on va voir d'ailleurs qu'on a eu quelques barrières qui sont dressées devant nous. Ça n'a pas été toujours facile. Donc la première chose qui nous frappe et qui nous vient à l'esprit quand on pense à ce genre d'initiative, surtout quand on arrive dans la boîte, vous avez vu l'organigramme tout à l'heure, c'est qu'on ne peut rien changer. C'est la chose qu'on se dit forcément au début et que dans notre cas ça ne marchera pas, il n'y a personne qui voudra, etc. Le seul conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas y penser. Faire comme si c'était pas vrai, c'est la fameuse phrase « c'était impossible que ça soit fait ». Effectivement, ignorez ça, essayez les choses et vous allez voir, vous allez créer des choses et trouver des gens qui sont aussi motivés que vous. Vous allez aussi trouver des gens qui sont moins motivés que vous. Donc on a eu une personne assez intéressante, c'était assez révélateur de beaucoup d'autres personnes dans le groupe qui, en voyant la fiche, nous a dit « oui, c'est quoi la Jug ? Ils écrivent un acronyme, ils n'écrivent même pas ce que c'est nul, ils pensent pas à nous, on est censé tout savoir, ça donne pas envie d'y aller, blablabla, blablabla. » Donc tout ça pour dire qu'il y a effectivement des personnes qui vont pas être motrices et qui au contraire vont vouloir freiner tout ce genre de choses, qui vont vous décourager directement et ouvertement. Mais là encore, le conseil, c'est de ne pas les écouter. C'est des personnes qui vont rester très souvent dans leur immobilisme et qui vont pas vouloir changer, se tenir informés, bouger, etc. Alors qu'on sait que l'informatique, c'est un milieu qui change constamment. Donc il faut faire des choses, il faut bouger et il faut un petit peu réveiller des communautés qui sont trop souvent un petit peu étouffées dans ce genre de boîte. Donc encore une fois, ignorez ces personnes-là et allez au-delà, essayez d'aller chercher justement les personnes qui ont envie que ça bouge. C'est pas toujours celles qui parlent le plus, mais il y en a. Et ne vous laissez pas abattre par ces personnes. C'est ça. Au-delà de vous-même avoir peur de ne pas pouvoir changer les choses, n'écoutez pas les gens qui vous diront « vous ne pourrez pas y arriver », parce que ça vous en entendre plein. Par contre, quelques choses qui nous ont aidés, nous notamment, c'est que notre directeur a changé. On a eu la chance d'avoir un directeur qui est arrivé, qui était passionné de technique, et ça nous a été un gros plus, mais très clairement, c'est pas un indispensable. Nous, quand on a commencé à mettre les premières sessions en place, on a passé beaucoup de temps à parler avec tout le monde, à parler avec toutes les strates de décision pour leur expliquer que, certes, nous, ça nous fait plaisir de mettre des initiatives en place. Oui, on est content de travailler sur des nouveaux paradigmes, mais c'est pas que ça. Ça s'inscrit dans une démarche d'entreprise. Avoir des gens qui sont motivés et qui ont des nouvelles compétences, ça nous permet aussi, au niveau entreprise, de gagner des nouveaux projets. On aura plus de plus-value, on va apporter plus de choses et que des gens motivés, ils vont rester. C'est pas les petits juniors qui vont arriver complètement où il va falloir les former. Ça va vraiment être des gens qui vont avoir de la plus-value sur le projet. C'est ça. Ça, c'est le genre de mots-clés qui marche très très bien. Ils vont se sentir visés.
dire que c'est pas seulement pour nous faire plaisir, c'est aussi pour s'inscrire dans une démarche d'entreprise, quelque chose qui va servir de manière pérenne à tous les niveaux qu'on vient de dire. Du coup, là, on vous parle de 2 petites initiatives qu'on a mis en place au début, mais ça a vraiment été la racine de tout. On a eu plein de gens qui sont venus et comme ils ont vu qu'on pouvait faire, ils ont fait plein de choses autour. On a eu des tournois de jeux vidéo, on a eu des soirées jeux de société. Là, ce week-end, je sais qu'il y a un week-end rafting qui est organisé. Ça a vraiment été de l'émulation. Et au niveau technique, ça a mis plus de choses en place au niveau groupe. On est parti de ce petit centre à Montpellier qui s'est dit on va faire des conférences techniques. Mais au-delà de ça, maintenant, tous nos petits juniors qui arrivent, ils ont des formations sur des choses intéressantes, de l'Angular 2, sur du Docker, sur de la containerisation. On fait des lunch and learn, on est obligé de passer à 2 fois par mois parce qu'on est plein à chaque fois. On a pu faire des Agile Games avec la direction pour leur expliquer que l'Agile, c'était pas de faire des cycles en V déguisés. Et au niveau national, on a plein de centres qui se rapprochent de nous, que ce soit Nantes, que ce soit Paris, où on essaie vraiment de mettre des choses plus globales. C'est ça. Vous allez me dire, bon ok, mais alors, vous nous parlez de votre boîte à 800 km, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ce que vous en avez à faire, si vous êtes sensibilisé dans certains points qu'on a vus, c'est que, quelle que soit la taille de votre boîte, quel que soit l'âge moyen de votre boîte, quel que soit le niveau de legacy de vos projets, vous pouvez faire réellement des choses, vous pouvez faire vivre votre entreprise, vous pouvez lancer des projets et des initiatives, tant que vous avez l'agnac, si j'ose dire. Donc si vous avez l'envie, rassurez-vous, lancez-vous, et vous verrez que vous n'êtes pas le seul. Il y a plein de gens qui n'attendent que ça. D'ailleurs, nous, à notre niveau, on a commencé les petites initiatives dans notre boîte, là où on était, et finalement, d'autres filiales qui étaient dans d'autres villes ont vu que ça marchait bien et ont commencé à le lancer. Donc, au final, parti d'un tout petit truc, ça va finir par vraiment se faire une dynamique un peu plus globale. Bref, tout ça pour dire que du coup, ça a commencé avec 2 crétins qui se sont dit je pourrais partir parce que la boîte ne me convient pas, mais je préfère rester et faire de ma boîte une boîte dans laquelle j'ai envie de travailler. Et vous verrez, au final, tout le monde est gagnant. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. On a 3 minutes pour les questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. De toute façon, on va manger après, donc si vous voulez venir vous asseoir avec nous, discuter, il y a moyen. Sur quelle durée, depuis combien de temps après ça vous avez commencé ? 2-3 ans. Vas-y, je te laisse. Allô ? Oui. Alors, quand on avait l'ancienne direction, effectivement, ça a été très long de se mettre en place, les premières initiatives. J'ai commencé il y a de ça 3 ans à parler du premier Lunch and Learn. Il m'a fallu 3 mois pour le mettre en place, pour arriver à discuter avec tout le monde, pour avoir des salles, avoir la possibilité et avoir la direction qui paye les repas, parce que nous, on est vraiment en province, on n'a rien pour manger autour, donc si on n'avait pas les repas fournis, on ne pouvait pas le mettre en place. Et depuis, en fait, quand les Lunch and Learn se sont lancés, ça a été vraiment la clé de tout. On a fait 2 sessions et après, on a tout le reste qui s'est mis en place petit à petit. Petit à petit, tous les gens ont commencé à faire les trucs. Ouais. Donc, ouais, 2-3 ans, je pense. Ouais, là, c'est vraiment, c'est une belle réussite. Même on a lâché le bébé. Maintenant, tout le monde fait ça dans leur coin et ils se débrouillent. Il y a des lunch and learn, ils se sont organisés limite d'eux-mêmes. On leur a dit bon, bah, allez-y, prenez la clé. Le dernier sur blockchain, ça a vraiment été ça. C'était un petit nouveau qui arrivait, qui a vu qu'il y avait cette initiative en place. Lui, il est passionné par ça et on lui a juste fourni le cadre, l'organisation. Et lui, il est arrivé avec son sujet tout prêt. Il a fait ça le comble d'ailleurs. Ouais, et il a fait ça le comble, bien sûr. Bon, bah merci à vous. Merci d'être venu.